Bonsoir à tous. On est très heureux ici et encore une fois merci à notre partenaire l'école d'architecture Paris-Val-de-Sel de nous accueillir ici, puisque c'est une idée qu'on a eue déjà depuis quelques temps, quelques mois. On a eu un pétard mouillé, comme on dit, il y a quelques mois avec une date qui n'a pas pu être honorée, donc je suis très content qu'on ait pu rebondir ici assez rapidement. L'AMO, l'association Architecture et Maître d'ouvrage, que vous connaissez peu ou très bien ou pas du tout, on a réfléchi à essayer d'activer cette thématique des territoires et de l'urbanité dans ces territoires face à tout ce qui s'est passé depuis déjà un an. Il me semblait que c'était absolument indispensable qu'en tant qu'association qui rassemble des architectes, des maîtres d'ouvrage, des aménageurs, etc., on se pose la question de ce mouvement de métropolisation sans précédent en France et ses conséquences sur le reste du territoire, sur les villes moyennes, sur les petites villes. Comment est-ce que cela peut être tenable dans le temps? Donc moi je suis ravi qu'on ait reçu un très bon accueil de Stéphane Leclerc qu'on a sollicité pour justement organiser ce cycle de conférences qui aura donc 3 temps. Merci Stéphane de nous avoir accompagnés là-dessus. Merci aussi à Philippe Graal que l'on a sollicité et qui par sa connaissance de la Grande Aquitaine a pu là aussi nous épauler. Merci à tous nos intervenants, qu'ils soient élus, qu'ils soient experts, qu'ils soient urbanistes, d'être là ce soir. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci au président d'AMO d'avoir bien voulu organiser ce temps de réflexion et de discussion sur une problématique qui nous a semblé importante, celle du devenir de nos territoires, et en particulier des villes petites et des villes moyennes. Notre pays a comme particularité d'avoir une ville capitale qualifiée de disproportionnée par rapport à ce qu'on trouve dans d'autres pays, et un réseau très homogène de villes moyennes et petites, de préfectures, de sous-préfectures, de chefs-lieux de canton, qui constituent autant de centralités commerciales, économiques, administratives, ainsi que de lieux de service pour l'ensemble de la population. Le géographe Philippe Estep, que vous connaissez peut-être, a montré le rôle majeur qu'a joué ce tissu de villes dans la structuration du pays et dans son développement, un développement équilibré, qui a nourri d'ailleurs cette passion française pour l'égalité des territoires qui refait régulièrement surface. Aujourd'hui, cette organisation du territoire est remise en cause par les évolutions économiques, avec notamment un essor des métropoles qui concentrent la création de richesses et la croissance démographique, au point que de nombreuses villes moyennes et petites sont aujourd'hui dans une grave situation de crise, que rien ne semble pouvoir arrêter, et qui était l'un des moteurs parmi d'autres de la crise des Gilets jaunes, ce sentiment d'être dans des territoires en déclin, oubliés, qui voient jour après jour partir la population, les services publics, les emplois, les écoles. L'opposition entre ces métropoles gagnantes dans la mondialisation, qui connaissent un développement important, qui sont dotées d'infrastructures, de services, d'équipements, et qui ont su mettre en valeur ces dernières années leur richesse patrimoniale. On va beaucoup parler ce soir de la Grande Aquitaine, et tout le monde bien sûr pense à Bordeaux, qui était une belle endormie, qui s'est réveillée de manière exemplaire, admirable, et qui aujourd'hui rayonne très très largement, qui ont requalifié leurs espaces publics, qui ont développé des transports, et d'autres territoires, ceux que le géographe Christophe Guilluy, de manière d'ailleurs assez polémique, a qualifié de périphériques, qui cumulent les difficultés de toutes sortes, structurent le débat intellectuel depuis maintenant plusieurs années. Le constat de la crise de ces petites villes et de ces villes moyennes est maintenant clairement établi, et le gouvernement a d'ailleurs lancé récemment un plan d'action, le plan Action Cœur de Ville, dont on va reparler également ce soir, pour venir en aide à près de 200 villes moyennes et les aider à revitaliser leur centre-ville. Donc la question que nous souhaitons aborder ce soir, c'est à l'heure de la mondialisation, quel avenir pour ces petites villes et ces villes moyennes françaises? Comment assurer le droit à la ville, tel que le philosophe Henri Lefebvre l'a théorisé il y a maintenant près de 50 ans? Je propose de passer tout de suite la parole à monsieur le maire de Périgueux. Donc monsieur Audy, vous êtes maire de Périgueux. Pour situer un peu Périgueux, donc ville de 30 000 habitants dans une agglomération de 100 000 habitants, préfecture de la Dordogne, à 150 km de la capitale régionale Bordeaux.
Monsieur le maire, vous avez prévu une petite présentation pour nous dire un peu quels sont les projets et les enjeux de votre ville. Et là, ce qu'on aimerait entendre de votre part, c'est comment imaginez-vous le devenir d'une ville de cette strate démographique? Comment vous positionnez-vous par rapport à la fois aux territoires qui sont autour de votre ville, mais aussi par rapport à la métropole? Comment faire en sorte que la métropole n'aspire pas l'ensemble des richesses, de la substance vive de votre population, de votre développement économique? Et qu'attendez-vous concrètement aujourd'hui pour porter le devenir de votre territoire? Merci beaucoup. D'abord, on va essayer de situer Paris par rapport à Périgueux, je crois que c'est plus simple. Là, il y a une carte qui montre un peu où on est. Voilà, dans Périgueux, vous voyez, Paris c'est dans la zone nord, enfin voilà. Il se trouve que j'y suis quand même de temps en temps, puisque parallèlement à mes activités associatives de maire de Périgueux, je suis directeur général chez Capgemini, et voilà, j'alterne ma vie professionnelle et ma vie ludique de celle d'un maire. Donc Périgueux, là, pour embêter mon ami maire de Cognac, j'ai bien montré que Périgueux était au nord de la Nouvelle-Aquitaine, n'est-ce pas? On vous fait tous le truc, il peut faire pareil. Et j'ai pas mis Cognac, j'ai pas eu le temps de le rajouter, voilà. Donc Périgueux, vous l'avez dit, 1h30 des portes de Bordeaux. D'accord? Pourquoi je dis ça? Moi je suis conseiller régional, donc quand je vais à la région, je prends la voiture, j'arrive jusqu'à la porte de Bordeaux, je mets 1 heure pour aller à la porte de Bordeaux, et puis après je prends le tramway, je mets 1 heure, je mets un quart d'heure pour aller au conseil régional, et si je garde la bagnole, je mets encore 1 heure. Voilà. Donc quand on parle de, vous avez dit la belle endormie, aujourd'hui Bordeaux vit à la fois ce que j'appelle, ce que je disais au préfet de région, qui est maintenant la préfecture de police, idéalement, je dis c'est à la fois l'embellie et l'embolie. Et Bordeaux, ça devient un vrai problème. Et quand on doit situer nos villes périphériques, et je reviendrai sur le terme tout à l'heure, puisque évidemment, tout ce que vous avez dit est très juste, l'attractivité de Bordeaux est à la fois, comment on fait un peu, on est un peu comme la mangouste avec le serpent par rapport à la métropole. Alors il faut savoir quand même que la métropolisation de notre société, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet embêtant pour nos villes. Les chiffres montrent que 82% des emplois privés qui ont été créés dans les 10 dernières années ont été dans les métropoles. Les métropoles, c'est en gros 17 métropoles de plus de 500 000 habitants. Moi, je peux me marier avec tout mon département et puis fusionner ma commune avec toutes les autres. Je ne serai jamais une métropole. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet d'attractivité. J'avais eu l'occasion, le 18 juillet 2018, de recevoir le président Macron à Périgueux, et tout le monde se souvient de cette date, parce que c'est ce soir-là que l'affaire Benalla était sortie, donc c'était très très intéressant dans le dîner républicain de voir juste en face de moi ces téléphones qui rougissaient de toutes les couleurs possibles imaginables, et je lui avais expliqué dans mon propos introductif que la théorie du ruissellement, ça ne marchait pas. C'est que ce qu'on nous avait vendu, la théorie du ruissellement des métropoles sur les villes de l'intérieur, ça ne marchait pas. Comment ça marche pas? Mais non, ça ne marche pas. Du moins, ça ne marche pas de la façon dont on l'a vendu. Ça marche dans le sens où quand vous présidez la commission d'attribution des logements sociaux à Périgueux, et bien vous voyez arriver au fil des dossiers des gens des classes défavorisées de Bordeaux qui sont éjectés de la métropole et qui arrivent à Périgueux. Alors ils n'arrivent pas qu'à Périgueux, je suppose que tu dois en avoir aussi chez toi. Et donc ça, c'est vraiment un sujet d'attractivité. Comment on positionne nos villes de l'intérieur, que je refuse d'appeler moyenne, parce que je trouve qu'une ville moyenne, c'est vraiment un nom épouvantable pour moi. J'aime pas ce qui est moyen. Et moi, je dis toujours, c'est plutôt des villes d'excellence, parce que paradoxalement, on arrive à cultiver une qualité de vie qui touche plutôt à l'excellence qu'à la moyenne. Donc, moi, j'aime pas le mot ville moyenne. Et c'est vrai qu'on est pris dans une contradiction, c'est-à-dire que est-ce qu'on laisse faire les choses? Et là, il faut que l'État nous dise, est-ce qu'on laisse le rideau métallique se baisser tranquillement et puis on va mourir heureux, mais on va mourir? Ou alors on essaie de se battre. Alors on essaie de se battre en développant dans nos villes. Ça va être très dur pour Philippe de suivre les slides parce que de toute façon, je ne les respecte jamais. Donc voilà, bon, ça c'est la carte de Périgueux, vous en fichez complètement, mais c'est pour vous montrer que vous parlez du devenir des villes moyennes. Une des premières choses que j'ai faites en arrivant, c'est que j'ai dit Périgueux
2000 ans d'histoire, 2000 ans d'avenir. Alors 2000 ans d'histoire, c'est pas difficile à démontrer, un patrimoine qui fait que ça marche assez aisément. 2000 ans d'avenir, c'est un petit peu plus compliqué à construire. Pourtant, je reste persuadé qu'on a des atouts, on a des atouts devant nous. Donc moi, je suis pas hypnotisé par la métropole. Je pense que via du coworking, via du télétravail, on commence à avoir des gens qui se disent: est-ce que j'emménage avec toute ma famille à Bordeaux, avec tout le bordel, pardon, excusez-moi, tout le bazar qu'il y a pour circuler avec mes enfants? Est-ce que j'emménage dans Bordeaux, ou alors est-ce que je mets ma famille à Périgueux et que c'est moi qui télétravaille? Ça, c'est des choses qu'on commence à dire. Je ne peux pas dire que c'est majeur, mais sur des petites choses comme ça, on arrive à avoir une population stable. On arrive à avoir une population stable, sans perte d'habitants depuis une dizaine d'années. Et le directeur régional de l'INSEE, quand il vient me présenter son chiffre, je le mets de l'autre côté parce que je ne vois pas le tableau. Il me dit: vous avez 30 000 habitants, et il y a une particularité, vous en perdez 3 000 chaque année, et vous en gagnez 3 000 chaque année. Donc j'ai un solde qui est pratiquement positif. Donc on a essayé de se battre en inventant un certain nombre de choses. Donc là, on vous a mis un petit peu la stratégie qui a été la nôtre en matière d'habitat. On a inventé des trucs que vous devez sûrement connaître, surtout dans cette maison, qui s'appelle BIMBY, Build My Backyard, ce qui permet, parce que Périgueux a une particularité, c'était dit au début, ça fait que 985 hectares. Alors ça ne vous parle pas forcément, enfin si vous êtes quand même un peu des spécialistes, mais juste pour dire que 985 hectares, 30 000 habitants, la ville de Bergerac, qui est loin de moi, elle a à peu près 30 000 habitants, elle a 4 000 hectares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa zone à construire, son potentiel de construction, il est important. Et en même temps, toutes les zones commerciales de Bergerac se sont construites dans Bergerac, à Périgueux, elles sont construites à l'extérieur de Périgueux. On reviendra tout à l'heure si on parle de l'agglo. Donc BIMBY, c'est un petit truc, c'est un petit bijou. On permet à des gens qui ont des parcelles un peu grandes de dire: on va aller voir. Alors, monsieur, vous avez une parcelle qui est grande, on va vous accompagner avec un notaire, avec un architecte, avec des techniciens, pour voir s'il n'y a pas la possibilité de faire une deuxième maison sur votre terrain, soit pour vos descendants, que ce soit pour vos ascendants, ou que ce soit pour louer pour votre complément retraite. Et ça, on a créé, en 2 ans, on est à 55 logements qui ont été créés. Alors c'est de la couture fine, Enfin, là on n'est pas dans les grands projets, mais 55 maisons nouvelles avec des habitants dedans, c'est important. Et puis on a continué à faire des choses sur le logement. En fait, ce qui fait venir les gens, c'est l'animation. Qu'est-ce qui se passe quand vous habitez en province et que vous êtes un jeune couple? D'abord, vous habitez la ville centre. Vous avez un petit appartement très sympa. Puis après, heureusement, les enfants arrivent. Enfin, je dis heureusement parce que moi, c'était mon cas. Heureusement, les enfants arrivent. Ils disent: non. Comme on dit chez moi, on va faire construire. Vous savez l'expression, on va faire construire. Donc là, on se déporte d'une dizaine de kilomètres. On va dans la France périphérique, celle des haies de Thuya, parfaitement décrit autour des ronds-points. Puis on construit une petite maison absolument à chier, avec une haie de Thuya, un grillage et tout. Et puis la maman, parce que c'est souvent la maman, quand les enfants grandissent, elle n'arrête pas de faire des navettes pour aller à la piscine, pour aller au club de danse, etc. Puis au bout d'un moment, quand les enfants sont ados, toute la famille dit: non, mais on va revenir au centre-ville. Et donc il y a cette espèce de mouvement brownien qui fait qu'on regagne les habitants sur la deuxième partie de leur vie professionnelle. Après, je l'ai un peu évoqué, ce qui caractérise les villes, l'attractivité des villes. Bon, il y a la culture, tout ça, Cognac le fait très bien, nous on le fait pas mal aussi, on a des événements importants, c'est l'attractivité commerciale. Et commerciale, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans une ville comme Périgueux, il n'y a pas de commerçants de Périgueux dans la salle. Là. Bon, alors il y a des commerçants à Périgueux qui sont là depuis 250 ans. 250 ans, ça c'est vrai, c'est facile à vérifier. Donc, quand le maire fait des travaux, et Dieu sait si le maire de Périgueux, il est réputé, Philippe, il connaît bien Périgueux, il sait que j'aime faire des travaux, j'ai vraiment refait tout le centre-ville, parce que je voulais un espace public partagé, je voulais moins de place pour la voiture, mais tout en gardant la voiture, enfin j'ai mis un bazar monstre, et ce commerçant qui l'a depuis 250 ans, il dit: mais écoutez, moi je vends des pantoufles en laine depuis 250 ans sur les boulevards, et à cause de vos travaux, je n'en sors plus. Donc évidemment, ça ne va pas.
Donc ça, c'est ma faute. Je l'assume complètement. Après, moi, je lui explique que les travaux, il y en a partout, que les travaux, il en faut, que les gens ils viennent plus facilement quand le cadre de vie, le cadre commercial est apaisé. Qui ont oublié un truc, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une casquette qui était Capgemini. Chez Capgemini, je me suis longtemps occupé du commerce sur Internet. Ça, c'est extraordinaire. Je cite toujours l'anecdote parce qu'elle est pertinente. Je me suis occupé du compte de Sarenza, les chaussures. Et Sarenza, alors le modèle économique marche pas très bien, je vous expliquerai pourquoi. Par contre, ils ont une croissance très importante, mais le modèle n'est pas bon. Je vous dirai pourquoi. Et un jour, je déjeune avec le patron de Sarenza, et je dis, ça va? Oui, ça va très très bien. Il dit surtout que dans un mois, c'est l'Euro de foot. Alors moi, c'est vrai, je suis plutôt rugby que foot, je ne comprenais pas bien le truc. Je dis, mais pourquoi l'Euro de foot a une influence sur Sarenza? Parce que, je m'excuse du cliché, mais c'est comme ça. Pendant que les messieurs regardent le foot, les dames commandent des chaussures sur Internet. Donc ça, c'est un petit peu. Et le commerce sur Internet, en France, il est passé en chiffre d'affaires de 62 milliards à 80 milliards en 2 ans. Il y a 37 millions de Français qui achètent sur Internet. Ça veut dire tout le monde. Ça veut dire tout le monde pour un panier moyen annuel qui est passé de 1500 à 1800 euros. Hein? Cet argent-là, c'est plus des gens qui poussent la porte des magasins. Donc vous avez pour nos centres-villes, je ne sais pas si c'est comme ça chez toi à Cognac, mais vous avez des commerçants qui périclitent parce que il y a la concurrence de la périphérie et des grandes surfaces, j'en parlais tout à l'heure avec un des projets phares, et puis il y a la concurrence d'Internet. On est dans un monde qui bouge et c'est pas très très simple d'accompagner tout ça parce que globalement, ce que les électeurs veulent, ce que les citoyens veulent, c'est la stabilité et la tranquillité. Je parlais des commerçants qui ont 250 ans. S'ils sont là depuis 250 ans, ça veut dire, pour prendre une paraphrase agricole, s'ils ont 10 années de récolte pas très bon, ils vont s'en sortir quand même. Par contre, celui qui vient juste d'arriver, celui-là, il a juste le temps de mourir. Et puis la commercialité change. J'ai reçu il y a 2 ans un jeune couple de commerçants, très sympa. Ils n'étaient pas de Périgueux. Ils étaient de 10 km, pour vous dire si on les a vus comme des étrangers. Ils sont arrivés, ils étaient sympas, ils avaient un piercing, un tatouage, j'ai aussi ça, hein, vous inquiétez, ça se voit pas parce qu'aujourd'hui je me suis habillé proprement, mais parce que c'était vous. Mais, enfin, et puis il me dit voilà, on va faire une boutique à Périgueux, on va vendre des cactus et de la tisane. Bon, j'ai dit bienvenue. Hein. Bienvenue, puis bêtement, parce que je dois être aussi conservateur que les commerçants de Périgueux, je dis ça marchera jamais. Mais Total, ça marche très bien, parce qu'il a monté un concept de commercialité qui est nouveau, qui correspond à une tendance. Je ne dis pas que ça va marcher pendant 250 ans, hein, mais en attendant, ça fonctionne. Et ces types de commercialité qui font qu'il y a 2 raisons de venir à un endroit, c'est beaucoup plus pertinent que celui qui vend juste des pantoufles en laine sur les boulevards. Et vous voyez, et la difficulté qu'on a pour faire vivre nos villes moyennes, c'est ça. Alors la fracture territoriale, les ronds-points, tout ça, on ne pouvait pas dire qu'on ne l'avait pas vu venir. Et je peux vous dire, parce que moi j'étais encore dimanche dernier, je me suis arrêté discuter avec mes gilets jaunes qui sont déjà prêts à rallumer la chaudière, hein, parce que en fait ils veulent. Moi je les ai reçus plusieurs fois, tu as dû les recevoir aussi, toi c'est quand même un grand moment de démocratie participative, comme on dit dans les livres. Hein. Alors ils envahissent la mairie, un vendredi, et ils disent on va être reçu par monsieur le maire. Je dis très bien. Vous êtes 80. Bon. Une délégation? Non. Nous, c'est un collectif. Tout le monde. Très bien. Bon. Alors, ils me disent dehors dans la cour. Je dis non. Dehors dans la cour, non. J'ai quand même appris quelques réflexes encore de vieux militants. Je vous dis pas de quoi. Et alors, j'ai dit on va faire ça dans la salle des mariages, qui est un truc un petit peu institutionnel, quoi. Hein. Tu dois la connaître. Et donc, il s'installe et dit alors, monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire? Ça dépend. C'est quoi vos demandes? Le prix de l'essence? Rien. Les APL? Rien. Etc. Rien. Mais parce qu'en fait, ils n'avaient pas compris l'absence de discours citoyen et d'éducation civique d'un bon nombre de nos concitoyens est juste patent que pour le prix de l'essence, moi je suis le premier à en souffrir, mais le maire de Périgueux, il ne peut rien pour le prix de l'essence. Si vous voulez. Donc il y a tout un travail. Et puis, alors il y a une partie, je vais être un tout petit peu dans la caricature, mais il y a un lien avec ça.
parmi ces gilets jaunes qu'on a rencontrés plusieurs fois vraiment pour essayer de comprendre. En gros, je vous le fais simple, il y a un tiers de gens qui ont déjà basculé dans la 6ème République. Moi, je n'ai pas de jugement là-dessus. Il y en a un tiers qui sont résolument au Front National. Là, j'ai un jugement personnel là-dessus. Et puis, il y en a un tiers qui veut que ça dure. Et pourquoi il veut que ça dure? Parce que vous avez, dans cette société complètement émiettée, éparpillée, il y a des gens qui ont trouvé une raison d'être sociale, de se retrouver tous les dimanches et tous les soirs où il pleut, sur un rond-point, ensemble. Et là, il n'y a pas de revendication, si ce n'est que ça dure. Donc, quand Madame Gouraud, qui est plutôt une bonne ministre des Territoires, est venue à Périgueux, qu'on lui a expliqué ça, je lui ai dit, vous n'êtes pas tout à fait sorti de l'auberge, parce que ces gens-là, ils ne veulent pas que ça s'arrête. Ils veulent que ça dure. Donc, nos villes moyennes, c'est vrai qu'il y a un discours... il y a un discours très pessimiste, vous avez parlé du bouquin de Julie sur la France périphérique, il y en a plein d'autres. Moi, je n'arrive pas à me ranger à ce désespoir-là. Vraiment pas. Vraiment pas, parce que on est en train... Alors, c'est l'exemple de Bordeaux, peut-être. Alors, il est peut-être déformant par rapport à d'autres, mais on est en train de créer tout un tas de quartiers nouveaux à Bordeaux, hein, vers Bacalan, vers les quais, qui, pour l'instant, sont très jolis parce qu'ils sont juste neufs. On reviendra dans 10 ans, on verra. Je suis assez pessimiste sur la façon dont ça va vieillir. Et surtout, on est en train, je dirais, de ghettoiser quelque part les villes. On est en train de les... il n'y a plus qu'une seule classe sociale dans les métropoles. Tout ça, c'est quand même quelque chose qui risque de nous péter à la figure. À la place de ça, nous, ce qu'on peut présenter, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une qualité de vie, c'est des emplois. Alors, nous, on n'a pas subi la désindustrialisation à Périgueux. Il n'y a jamais eu d'industrie. Donc, on n'a pas subi ça. Hein, il y a les dernières entreprises qu'on fermait en Dordogne, c'était il y a une cinquantaine d'années. D'ailleurs, c'était déjà la chaussure et la pantoufle. Vous allez me classer dans les pantouflards, c'est mal me connaître. Mais donc, on n'a pas subi ça. Donc, nos villes, comme elles sont préfectures, ce sont des villes administratives. Hein, donc, l'emploi, il est d'abord un emploi de service, un emploi administratif. Il y a 1 an et demi, je recevais le PDG de Capgemini à Périgueux, on passe 3 jours à manger du foie gras et des trucs, parce que bon, on souffre énormément, mais bon, c'est vrai quand même. Et au bout de 3 jours, il me pose une question à laquelle je m'étais jamais posé la question. Il dit, mais ils vivent de quoi les gens ici? Comment ça, ils vivent de quoi? Ils sont où les emplois? C'est quoi les industries? La réponse est qu'il n'y en a pas. Il y en a juste suffisamment pour que les gens vivent dans de bonnes conditions. Mais si dans la prochaine campagne électorale que toi tu as décidé de ne pas faire, si je dis aux Périgourdins que Toyota va s'installer à Périgueux demain, je mens. Ils ne viendront jamais, ils n'ont aucune raison de venir. Le PDG de Capgemini, pour me faire plaisir, il me dit, peut-être on pourrait mettre une petite filiale, tu vois. Je dis, ouais. Et puis il me dit, ouais, mais finalement, pourquoi je viendrais? Et son réflexe est le même pour tout le monde. Il dit, à Périgueux, j'ai pas mes clients, j'ai pas mes salariés, j'ai pas mes actionnaires. Et moi, j'ai travaillé avec ma casquette Capgemini au sein de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, les 118 plus grandes entreprises privées françaises, justement sur la fracture territoriale. C'était un des mandats qui nous avait été confié. Et tous, ils disent la même chose. Ils disent c'est très compliqué pour nous de réinvestir les territoires. Il faut savoir que les grandes entreprises, elles ont été traumatisées par cette entreprise de Guéret qui a fermé là. Hein, ça a été terrible, où Macron en plus est allé dire, pardon, excusez-moi, une petite bêtise en disant qu'on pouvait faire 1h30 de bagnole pour aller chercher un emploi. Quand vous connaissez bien nos territoires, 1h30 en voiture matin, 1h30 le soir, c'est beaucoup. D'abord, c'est beaucoup d'argent. Je vous rappelle, c'est le prix du carburant qu'a généré l'affaire des Gilets jaunes. D'ailleurs, il est remonté au même taux. Hein. Je ne sais pas si vous suivez quand même les cours de Chine. Et en fait, les grandes entreprises, elles se disent, si on vient s'installer à Périgueux, à Guéret ou à Figeac, où j'étais l'autre jour, ils disent, le jour où on arrive, on déroule un grand tapis, tout va bien. Et le jour où on s'en va parce que les cycles économiques sont ainsi faits, eh bien, je veux dire, on vous pend en réverbère. Alors que si on s'installe à Bordeaux ou à Toulouse, on est bien accueilli, et le jour où on s'en va, je verrai sur la masse, ça glisse comme ça. Donc, je vais peut-être, on a fait beaucoup de choses pour le commerce, après je vais m'arrêter. Ah oui, il faut m'arrêter, parce qu'autrement, non, le déclin du centre-ville est inutile. Alors, remets-moi celle d'avant, s'il te plaît, voilà. Je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs retours d'expérience. En bas à droite, c'est un truc qu'on a créé, ça s'appelle les nuits gourmandes. Parce que
il y avait une tradition à Périgueux, c'est que l'été, le soir, on ne faisait rien. C'était intéressant. Alors, quand j'ai pris les rênes en 2014, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des marchés de nuit. Hein, les marchés de nuit, moi, je sens bien que ça ne va pas être mon truc. Donc, j'ai convoqué tous les commerçants de bouche de Périgueux, il y en a un certain nombre et de qualité. J'ai dit, écoutez, on va faire un pari. On ouvre jusqu'à minuit, le mercredi soir. Tous les mercredis soirs l'été, vous ouvrez jusqu'à minuit. Moi, je mets des tables, des chaises, de la musique. Voilà. Ça s'appelle les nuits gourmandes, le modèle est déposé, ne le piquez pas comme ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? La première année, ils l'ont fait parce que je venais juste d'être élu, donc ils me trouvaient encore sympathique. Aujourd'hui, ça l'est moins. Et puis après, ils ont continué parce que c'était très intéressant pour eux. Et puis après, on a essayé, alors on a des marchés qui sont emblématiques. On a fait pas mal de campagnes de promotion. Je vais m'arrêter un instant sur celle-là. Parce qu'à partir du moment où on dit on va faire une campagne de promotion pour soutenir le commerce, parce qu'il participe de l'attractivité de la ville, bah d'abord, vous demandez à une agence de com de vous faire un dessin d'abord. Puis après, dès que le dessin sort, quelqu'un dit ah, il n'y a pas de personne âgée dessus. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et puis après, moi, j'étais très fier de mon slogan. Je chope à ciel ouvert. J'ai toutes les ligues féministes contre moi. Toutes, parce qu'elles avaient une interprétation du mot qui n'était pas la mienne. Voilà. Et donc, on essaye à chaque fois de promouvoir, de provoquer pour que les gens aient envie d'être à Périgueux, de revenir à Périgueux, de s'installer à Périgueux. Donc je ne sais pas comment il faut faire pour que les villes, d'excellence, et non pas les villes moyennes, continuent de survivre. Il faut quand même savoir qu'elles constituent un mariage territorial qui, dans l'équilibre social, est très très important. C'est pour ça qu'il faut les conserver. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous avez des études, alors il y a des possibilités de faire des études supérieures à Périgueux, que ce soit en droit, que ce soit, je ne vais pas vous faire tout le catalogue, les taux de réussite de nos gamins, quand ils étudient dans des petites villes comme ça, des petites universités, ils sont très très performants et ça coûte beaucoup moins cher aux familles. Donc moi je veux à la fois être un salopard de mère de droite, comme on dit poliment, et puis juste tout faire pour que les élèves, nos élèves de Périgueux, de toute la Dordogne, ils puissent étudier à moindre coût. Et c'est là que les villes d'excellence sont très importantes dans notre équilibre. Tout le monde n'a pas les moyens, quand on habite au fin fond du Périgord, de faire ses études à Bordeaux, où le prix du mètre carré étudiant est cher. Dernière 15 secondes, il me reste, c'est la dernier slide. On a inventé un autre truc qui s'appelle, ça c'est que les chiffres, c'est très ennuyeux, c'est pas, voilà, mais il fallait les mettre, on m'a dit. Tac, 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 on continue. Va jusqu'à la manufacture gourmande. Vous savez, il y a un réseau des cités de la gastronomie. Depuis que le repas français a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité, voilà, on a dit... Alors moi, j'ai une carte des projets de cités de la gastronomie, il y en a partout en France, sauf dans tout le sud-ouest. Enfin, je suis déjà allé un peu dans le sud-ouest, on se défend pas trop mal sur le plan de la gourmandise, donc on a créé ça. Et en plus, on a une région gourmande avec beaucoup d'appellations et on a monté cette cité de la gastronomie qui est en projet. Il y a 25 millions d'euros à trouver. C'est à la fois beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent. Et je l'ai transformé de cité de la gastronomie en manufacture gourmande pour une raison toute bête, c'est que pour moi, une cité, c'était quelque chose de défensif. Ça me fait penser à la cité de Carcassonne. Et puis la gastronomie, c'est une chose, la gourmandise, c'en est une autre. Nous, on est sur une gourmandise, une cuisine. Ce qu'on appelle une cuisine de femme, une cuisine de grand-mère. Donc c'est un projet sur lequel j'ai l'accord du président du conseil régional, dont je suis un des opposants, l'accord du président du conseil départemental, dont je suis un des opposants. Enfin, ils sont contre moi, mais ils sont pour ce projet, parce que ce projet, c'est un équipement structurant. Et pour finir avec la métropole et la région, Alain Rousset, qui est le président de la Nouvelle-Aquitaine, il dit je te soutiens pas pour te faire plaisir, je te soutiens parce que développer une grande région comme la Nouvelle-Aquitaine en prenant la métropole et le littoral, tout le monde sait faire. Par contre, des projets structurants à l'intérieur des terres, c'est là où je rejoins la fracture territoriale, il n'y en a pas tant que ça. Il y a celui de la manufacture gourmande à Périgueux. Je m'arrête là. Voilà, donc du coup, la parole est à M. Bourrin-Chasse, le maire de Cognac. Il y a un constat, quand on parlait tout à l'heure de l'agglomération, je regardais la salle, et je me disais, Bordeaux est là, et les petites villes et les villes intermédiaires sont plutôt par là. C'est-à-dire qu'il y a une agglomération, alors ça tient à notre entrée par ce côté, mais quelque part, la situation, votre installation sur la salle donne un petit peu une image de ce que peut être
notre région. Ce que tu as dit, moi je le partage complètement. Quand on habite Cognac, pour aller à Bordeaux, on a le même problème que toi. C'est-à-dire que Bordeaux est devenue une ville super attractive. Je crois que ça tient beaucoup à la personnalité d'Alain Juppé et de ce qu'il a fait à la ville de Bordeaux. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est pour y rentrer dans Bordeaux. C'est pour y venir. Alors moi, je fais comme toi. Je me m'arrête à côté d'une zone où il y a le tram, et je prends le tram et je rentre dans Bordeaux avec plus de facilité. Mais c'est vrai que ça devient quelque chose de compliqué. Ça veut dire que les réunions ont tendance maintenant à plus faire à Bordeaux. Alors, on n'est pas trop mal situé, la Charente, c'est Angoulême, Cognac, on n'est pas trop mal situé, mais plutôt au centre, une région qui donc va de Bayonne jusqu'à Guéret, ou jusqu'à Niort, enfin voilà, le nord de Sèvres. C'est quand même très très grand, c'est sans doute une région qui est trop grande, pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors quand on est charentais, nous, quand il a fallu choisir, enfin, on n'a pas vraiment choisi, c'est pas nous qui avons choisi, mais quand il a fallu donner notre opinion pour savoir vers où on voulait aller, naturellement, la Charente regarde vers Bordeaux et pas vers Tours, Orléans, ou je sais pas trop où vous voulez nous mettre, Angers, ou je sais pas trop. Voilà. Donc, nous, on regarde naturellement vers Bordeaux. On y regarde d'autant plus que quand on s'appelle Cognac, il y a quelque chose à voir avec la vigne, et qu'il y a des relations, même si d'un côté c'est le vin, de l'autre côté c'est un spiritueux, il n'empêche qu'il y a des choses à faire ensemble. Alors, comme vous l'avez dit, moi je suis devenu maire en 2008, réélu en 2014. C'était une petite révolution à Cognac. Cognac a toujours été une ville de droite, et puis un jour, les Cognaciens ont décidé de changer. Notre difficulté, c'est qu'on n'avait pas d'argent. La ville, quand on l'a trouvée, était endettée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du vivre ensemble et du lien social. On a créé des conseils de quartier, on a fait quelque chose en direction des seniors, voilà. Et je pense qu'ils nous ont été reconnaissants puisque nous avons été élus en 2014. Mais pour vous donner une idée, Cognac, on va le faire en 3 temps. Il y a eu l'époque, l'âge d'or du Cognac, donc montée en puissance, 18e, 19e siècle, etc., jusque dans les années 1980, où le Cognac se vendait, où ça se suffisait à lui-même. On était dans du paternalisme local, avec un niveau social intéressant pour les ouvriers. D'ailleurs, quand sur la feuille de paye, il n'y avait pas marqué ouvrier de chez, il y a marqué employé de chez. Voilà, il faut voir ça à l'esprit. C'est-à-dire que, grosso modo, les grandes maisons, alors c'est Annecy, Martel, Rémy Martin, Courvoisier, le salaire était au moins 1,5 fois supérieur au SMIC pour le salaire de base. Voilà. Plus toutes les 13e mois, 14e mois, etc. qu'il y avait avec. Donc on était bien dans une économie qui allait vers localement. Les clubs de sport étaient largement financés par les maisons de négoce. C'est-à-dire que le club de rugby, puisqu'on a ça en commun, qui est une tradition de rugby à Cognac, les joueurs de rugby, ils allaient pointer chez Martel ou chez Annecy, et puis ils repartaient s'entraîner. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y en a qui travaillent dans les maisons de négoce, mais ils travaillent. Ils ont été embauchés sur leurs compétences professionnelles et pas sur leur qualité rugbystique. Donc il y a eu cette période, et puis mondialisation, les maisons ont été vendues ou sont intégrées dans des groupes beaucoup plus grands. N6 et LVMH, Louis Vuitton va être N6, avec M. Arnault comme PDG, avec 60 milliards de dollars de fortune officiellement déclarée. Voilà. Je disais dans mes vœux l'an dernier, 60 milliards de dollars, je ne sais pas ce que ça représente, c'est pas possible de savoir précisément. Si sur les 60 milliards de dollars, il en donnait 20 milliards pour l'alphabétisation, la lutte contre les épidémies en Afrique, ça lui ferait rien de moins à la fin du mois. Ni pour lui, ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants, et ni non plus pour ses arrière-petits-enfants. Alors après, il fait partie de la 4e grande fortune du monde. Voilà, il y a une compète entre les riches. Mais sur le contenu, voilà. Et donc il y a eu la mondialisation, avec des suppressions d'emplois, voire des licenciements. Le plus gros exemple, c'est la société Martel, 104 licenciements, une révolution à Cognac. Quand on ne réussissait pas ses études pour être architecte, médecin, ou professeur d'université, etc., on travaillait dans l'échelle, je disais que c'était intéressant. Donc voilà, il y avait l'assurance de ça. La rupture
licenciements, il y a une crise dans l'esprit des gens. C'est-à-dire qu'on ne peut plus compter sur l'employeur qui nous disait un petit peu pour qu'il fallait voter aux élections. Et on ne compte plus là-dessus. Grève de la faim, 3 semaines, mouvement dur, une manif à Cognac pour soutenir les employés de Martel, ce qui était un peu les autres qui ne travaillaient pas dans le Cognac. Ils regardaient quand même ça, c'est les riches, ils y sont quand même allés manifester parce qu'ils se disaient quand même notre territoire il est menacé là s'il y a un désengagement. Donc il y a eu une période difficile, tout ça parce que Martel avait été acheté par un groupe de cinéma canadien, Seagram, qui ne s'intéressait pas du tout au Cognac, qui s'intéressait à la marge de profit que lui procurait le Cognac, pour faire ses films. Et Martel était en train de couler, ça a été repris, donc avec 105 licenciements au bout du compte, mais Martel est reparti. Donc cette phase, on l'a connue de baisse, et la rupture sociologique à Cognac et politique est arrivée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est intéressant de regarder, c'est à ce moment-là où, alors que la gauche était complètement inexistante, où la gauche s'est installée à Cognac, et durablement. Voilà. Bon, je ne vais pas sur les histoires politiques, mais quand même, ça montre un peu l'évolution des choses. Et puis, mondialisation, bon, alors les bureaux de finances étaient à Londres, Paris, etc., et pas connus. Et puis, quand même, aujourd'hui, les consommateurs, qu'ils soient à Périgueux ou à Shanghai ou à Toronto, ils aiment bien savoir d'où vient le produit. Et ils aiment bien qu'on leur raconte l'histoire du produit, et qu'on leur parle du terroir. Et donc, naturellement, moi j'ai vu l'évolution entre 2008 et aujourd'hui des maisons de Cognac et des principales, comment ils se sont réappropriés la ville. Parce que, bon, on a la chance d'avoir le même nom que le produit, comment ils se sont réappropriés la ville, comment ils ont investi dans la ville. Et c'est ainsi que la société Martel, au lieu de démolir leur tour, que je trouvais très moche, moi je pensais qu'il n'y avait rien d'autre à en faire que de mettre des coups de bulle dedans, ils l'ont complètement transformé. Alors ça vous plairait. Pour ceux qui connaissent Cognac, vous voyez de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas Cognac, venez voir, comme ça vous parlera. C'est mieux que vous n'ayez pas les images, ça donne envie. Hein, voilà, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire d'un point de vue architectural, en nettoyant les scories qui s'étaient mises au fil du temps. Et donc Martel a fait ça. Ency, le PDG d'Ency annonce 1 milliard d'investissements sur 10 ans sur le territoire de Cognac. Et Rémi Martin, qui veut pas être en reste, va refaire complètement son circuit de visite et en centre-ville. Tout ça est en centre-ville. Et donc c'est intéressant dans la dynamique. Et cette émulation bénéficie à la ville. Quand je suis devenu maire, honnêtement, moi j'étais militant CGT, secrétaire comité d'entreprise, etc. Ils me regardaient avec un drôle d'œil. Est-ce que je n'avais pas nationalisé le Cognac, quoi, grosso modo? C'était un peu ça. Bon, en fait, quand on s'est rencontrés, on l'a fait très rapidement. Ils ont vu que je ne mangeais pas dans leur assiette, que j'étais capable de parler d'autre chose que de problèmes idéologiques, etc. Et que mon souci, c'était ma ville, avant tout le reste. Et je pense l'avoir un peu démontré parce qu'aujourd'hui, ils regrettent que je m'arrête. Donc, voilà. Donc il y a eu cette période. Donc la troisième période, c'est donc le réinvestissement dans la ville. Ça s'est accompagné, je l'avais dit, on n'avait pas trop d'argent, mais on a des fois des moments qui sont bien. On parle d'alignement de planète ou je ne sais trop quoi. À ce moment-là, le ministère de l'écologie, c'était Ségolène Royal qui était ministre, a fait les territoires à énergie positive. Il se trouve qu'à Cognac, on a des quais qui étaient vieux, moches, et surtout il y avait les voitures qui stationnaient, et depuis 2 minutes on se disait qu'il faudrait bien quand même qu'on fasse quelque chose sur les quais. Puis on n'avait pas l'argent, donc on n'osait pas. Et là, on a fait une proposition de projet d'aménagement des quais, en laissant simplement une partie circulante et une partie pour le cheminement doux, pour les vélos et pour les piétons. Et on a eu un financement de l'État, on a eu un financement de la communauté, de communes puis d'Aglo et de la ville, et ça a permis complètement de changer la configuration des quais, et tous ceux qui viennent disent, dis donc, ces quais ils sont pas mal. Voilà. Ça mérite encore de voir et de faire des aménagements qui vont avec. Et le deuxième temps fort d'alignement de planète, c'est à cause du garçon qui est là, en fait. Voilà, de Philippe Grain. Il était directeur de l'établissement public foncier régional Poitou-Charentes, à l'époque, et de notre rencontre, et de la capacité du bras armé que représentait l'EPF, ça nous a permis d'investir la ville alors qu'on n'en avait pas les moyens. Parce que l'EPF
peut acheter, peut préempter pour la ville, et on a un temps de 5, 7, 8 ans pour que les projets naissent et qu'on arrive au bout de du total financier pour faire le solde. Et ça a permis de réinvestir un quartier qui était celui de l'ancien hôpital, où il y avait l'ancien hôpital et il y avait que ça. L'hôpital a déménagé et on a lancé les premières opérations là. Aujourd'hui, c'est en train de monter en puissance. L'agglomération, il y a mis son siège social. La résidence habitat jeune s'est installée. On va faire un écoquartier derrière. Et il y en a d'autres qui sont prêts à s'installer, le CNPP par exemple. Donc on est en train de créer un nouveau quartier à Cognac. Et c'est important. Alors, moi, je ne suis pas trop dans l'urbanisme et tout ça, mais de se dire qu'on aura, dans la durée de notre mandat, on aura permis qu'il y ait une évolution de cette nature, c'est important pour la ville, non pas pour qu'il y ait qui porte mon nom, mais parce que c'est une évolution, à mon sens, nécessaire. Tout ce mouvement qu'on a eu avec les maisons de Cognac, etc., a permis de faire venir donc, des investisseurs autres, puisqu'on a, grâce aux relations que nous partageons avec, en termes de jumelage avec l'Azerbaïdjan, on a un investisseur qui est venu pour créer un hôtel 5 étoiles à Cognac, ce qui manquait dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, pour dire les choses franchement. Et il y en a d'autres, mais il n'y en a pas énormément, donc c'est bien d'en avoir un et de l'avoir à Cognac. Et cet hôtel 5 étoiles a créé de l'emploi pour la construction, a amené 60 millions d'investissements, et aujourd'hui, il y a quelque chose de renommé d'un point de vue hôtel que restauration. Donc voilà. Et puis la dernière partie, c'est l'action cœur de ville. Donc pour une ville comme nous, comme les autres centres-villes, les commerçants de 250 ans, je ne suis pas sûr d'en avoir, moi. Dans les maisons de négoce, oui, mais pas forcément dans les marchands de pantoufles. Ils ne sont pas à Cognac, ils sont un petit peu plus loin. Les Charentaises, mais c'est pas à Cognac, c'est un petit peu plus loin. Il n'empêche que le centre-ville de Cognac subit la même chose que les autres centres-villes. Moi, je suis membre du conseil d'administration de l'association Ville-de-France, c'est des villes de 10 000 à 100 000 habitants. Les problèmes de notre ville, et qui sont les mêmes que les tiens sans doute, sont partout de même nature. Avec tout le monde cherche la solution miracle, il n'y en a pas, c'est plutôt au cas par cas, comme on fait. Nous, au travers d'Action Cœur de Ville, on a priorisé sur le retour d'habitat en centre-ville. Donc on a des partenariats là-dessus, notamment avec Nexity, par exemple, mais pas seulement. Et puis le marché couvert qui était en train de dépérir, et par son contenu, et par son contenant. Et donc là, nous travaillons sur le contenant et le contenu, dans un travail de concertation avec les commerçants actuels, les riverains, les commerçants autour et les clients potentiels du marché couvert. Donc voilà un petit peu. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi sur Cognac avant de m'arrêter là? Une minute. Depuis 2008, 18 restaurants se sont ouverts, il y en a 2 qui ont fermé. Il y a 4 hôtels qui se sont installés, il n'y en a aucun qui a fermé. Pourtant, quand il y a eu l'hôtel 5 étoiles, ils sont venus pleurer dans mon bureau en disant il faut l'empêcher, il faut l'empêcher. Ben, depuis, l'hôtel a amené ses propres clients et les autres continuent à avoir des clients. Moi, je suis sur j'ai une théorie qui est celle du camembert et du brie. C'est-à-dire que si on raisonne en termes de camembert, plus il y a d'hôtels qui s'installent, plus la part se réduit. L'objectif pour un maire, c'est de transformer le camembert en brie, et il y a la place pour tout le monde, il y en a même pour encore plus d'autres pour venir. Et donc il fallait travailler sur le tourisme, ce que j'ai fait. J'étais président du comité régional du tourisme pendant un petit moment. C'est que Valérie Moria avait des saugrenus en demande de vouloir le supprimer. Bon, des fois ça a des idées comme ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'employeur principal n'est pas une maison de Cognac, mais c'est la base aérienne de Cognac, qui est en train de se développer fortement, puisque tout ce qui est drone et gestion des drones se fait, et va continuer à se faire à Cognac, et la formation qui va avec également. Voilà, et puis nous sommes devenus ville d'arrêt d'histoire, quand on parlait d'attractivité, nous ne l'étions pas, on a candidaté, on a été choisi, et honnêtement, ça a permis aux Cognacais de s'approprier leur ville, et à d'autres de vouloir venir à Cognac, parce que cette ville est intéressante à découvrir, avec un patrimoine qui est du 19e siècle,
même si on a un château où est né François Ier, et je m'en arrête là. Voilà. Merci.